devant la mort. René Sebag-Lanoé. René Sebag-Lanoé est originaire de Tunis. Elle dirige, en tant que médecin, un service de gériatrie à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, près de Paris. Le docteur Sebag-Lanoé, qui est agnostique, a publié un très beau livre sur la mort, Mourir accompagné, aux éditions Desclés de Brouwer. Elle est interviewée à Paris par Marcel Brisebois. René Sebag-Lanoé, vous êtes médecin, vous vous occupez actuellement de vieillards. Oui. Des mourants aussi. Est-ce que vos études vous ont préparé à ce genre de situation? Non, absolument pas. Absolument pas. Je dirais même que j'ai subi de plein fouet, sans aucune préparation justement, et avec certainement beaucoup de souffrance, la mort à l'hôpital lorsque j'ai commencé à faire des stages en milieu hospitalier. Vous avez ressenti quoi là? Enfin, c'est pas simplement le fait de mourir, n'est-ce pas? Parce que vous savez bien que, comme médecin, vous allez plutôt vous occuper de gens qui souffrent et qui vont mourir que des bien portants. Oui, mais vous savez, je crois que les choses ont évolué. C'est vrai que la majorité des médecins autrefois avaient le sentiment qu'ils étaient là pour soulager, pour... La guérison n'était pas automatique, loin de là autrefois, mais aujourd'hui les choses ont changé et je pense que j'appartiens à une génération de médecins à qui on a surtout appris à guérir, à vaincre la maladie. Depuis la dernière guerre, il y a eu beaucoup de progrès faits en médecine et nous avons eu peut-être l'illusion que nous allions pouvoir traiter beaucoup de maladies, sinon toutes. Vous avez vous-même choisi de travailler avec les vieillards. Vous auriez pu faire autre chose. C'était un choix, je dirais, un petit peu circonstanciel, à la fois raisonné et raisonnable. C'est-à-dire que je n'avais pas d'avenir hospitalier là où je me trouvais à l'époque, c'est-à-dire dans un service de diabétologie. Je n'avais pas très envie de m'installer comme médecin libéral. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on m'a proposé ce poste hospitalier pour m'occuper de vieillards. Et je l'ai accepté. C'est quoi un vieillard, de votre point de vue? Disons que les personnes dont je m'occupe, ce sont des personnes vraiment très très âgées, c'est-à-dire des personnes qui ont plus de 80 ans. Ce sont en majorité des femmes, puisque vous savez que les femmes vivent plus âgées que les hommes. Ne me le dites pas. Mais d'ailleurs, nous sommes les premières à le regretter. Nous le regrettons absolument. Mais enfin, la situation est telle pour l'instant. Et donc, ce sont des gens effectivement très âgés. Mais je dois dire que je m'occupe professionnellement d'une catégorie de vieillards un petit peu particulière, parce que les vieillards qui sont en institution, dans une institution comme la mienne, ce sont des vieillards qui sont non seulement très âgés, mais qui sont malades et qui sont souvent en perte d'autonomie. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont plus leur capacité motrice intacte, ou bien ce sont des gens qui n'ont plus leur faculté intellectuelle intacte. Je dirais, au fond, ceux dont je m'occupe, ce sont les pires. Oui. Ce sont les plus atteints. Mais il reste qu'un vieillard, si je vous ai bien compris, dans le livre que vous avez publié il n'y a pas si longtemps, Mourir accompagné, un vieillard ne se définit pas uniquement par le fait qu'il est arrivé à un certain âge ou parce qu'il s'approche de la mort. Vous dites quelque chose qui me semble extrêmement intéressant et j'aimerais que vous développiez. Vous dites qu'au fond, la vieillesse se définit par une certaine perte d'identité. Je crois qu'au contraire, lorsque l'on avance en âge, lorsque l'on vieillit, on vieillit comme on a vécu. On reste ce qu'on est et ça, je crois que la personnalité, si vous voulez, antérieure, imprime profondément sa marque sur les modèles. Mais c'est vrai que chacun vieillit à sa façon, en fonction de son histoire, en fonction de son passé. Mais c'est vrai aussi que l'entrée en institution, par contre, peut être une cause de perte d'identité. Je parle, moi, peut-être de la perte d'identité très personnelle, très
psychique, si on peut dire, que de la perte d'identité sociale. Nous vivons à l'heure actuelle dans une société, enfin je dirais en France, mais aussi dans les sociétés occidentales, qui, disons, ne fait pas la part belle au vieillissement, à la vieillesse et aux personnes très âgées. C'est vrai. Nous vivons tout de même dans une civilisation qui privilégie la jeunesse, l'activité, la production, la consommation. Et il est certain qu'à partir d'un certain âge avancé, eh bien, on n'a plus la jeunesse, on n'est plus producteur, on n'est plus toujours consommateur. On n'a pas de fonction sociale. Et on n'a pas de fonction sociale. Voilà. Et on assimile à l'heure actuelle l'inactivité à l'inutilité. Alors avec la retraite obligatoire, finalement, on en vient à une personne qui est forcée de se retirer, de ne plus travailler, de ne plus exercer une certaine influence à partir de sa fonction, finalement n'est plus rien. Eh ben c'est ça, il y a une perte de statut. Qui est effectivement très traumatisante, et d'autant plus traumatisante que la retraite est appliquée de façon, je dirais... souvent systématique. Souvent systématique, oui. C'est ça. Vous travaillez avec des vieillards, mais plus encore, vous travaillez avec des gens qui vont mourir. Oui, c'est-à-dire que je crois qu'il faut, il faut être lucide. C'est vrai que lorsque... Nous allons tous mourir. Oui, d'abord nous allons tous mourir, mais il est certain que lorsque on est amené à soigner des personnes très âgées, qui ont 80 ans, 85 ans, parfois plus, on sait très bien, et elles aussi d'ailleurs, que la mort peut survenir du jour au lendemain. Elle peut survenir du jour au lendemain pour chacun d'entre nous, mais évidemment, quand on a un certain âge, le risque est plus grand. Oui, compte tenu, si vous voulez, des progrès de l'espérance de vie à l'heure actuelle, il est certain qu'on a quand même plus de chances de mourir lorsqu'on atteint un certain âge que précédemment. Et ces gens que vous soignez, est-ce qu'ils pensent à la mort? Ah oui, je crois. Oui, je crois. Parce que nous n'y pensons pas, finalement. C'est-à-dire que la mort est une réalité qui est au fond difficile à appréhender. Je crois que c'est très difficile de se représenter la mort. Et je crois que plus on est jeune et plus on en a, plus elle est lointaine, plus elle est abstraite. Je dirais que probablement c'est à travers les deuils, à travers la mort des proches, à travers l'expérience que l'on peut faire de la mort des êtres chers, que l'on commence à imaginer que l'on est mortel. On apprivoise ainsi lentement la mort. Oui. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je crois que ces expériences de la mort des proches sont extrêmement importantes. Je crois que lorsque l'on a la chance de pouvoir garder dans sa mémoire le souvenir de la mort d'un proche, un souvenir calme, quand les choses se sont passées le moins mal possible ou le mieux possible, c'est certainement beaucoup plus sécurisant que lorsque l'on garde dans sa mémoire le souvenir de la mort de son père ou de sa mère dans des conditions terribles. Et pour vous donc, l'idée de la mort, la pensée de la mort ne devrait pas être une pensée angoissante? C'est aller bien vite. Je crois que l'angoisse de la mort, elle est constitutive de la vie. Je crois que c'est parce que nous sommes vivants que nous sommes angoissés par la mort. Et pourtant, il ne faut pas évacuer cette pensée, si je vous comprends bien. Non, je crois que c'est même plus que ça. Je crois que c'est très dangereux d'évacuer la pensée de la mort. Parce que je crois que si l'on évacue totalement la pensée de la mort de notre champ de conscience, on en vient à probablement ne pas reconnaître la valeur de la vie. Je crois que l'on investit davantage la vie, que l'on profite davantage de la vie, lorsque l'on sait qu'elle aura un terme. Pourtant, les sociologues constatent actuellement que c'est une pensée que l'on veut évacuer, n'est-ce pas? Par exemple, autrefois, nous portions le deuil. Aujourd'hui, on ne le porte plus. Autrefois, lorsque quelqu'un mourait dans une maison, on le signifiait par un drapé, un drap, etc. Bon, aujourd'hui, on va vieillir à l'hospice, on va mourir à l'hôpital. Tout ça est évacué de notre vie. Comment évaluez-vous cette mais je crois que, si vous voulez, je dirais c'est un phénomène, c'est une sorte de cercle vicieux. Parce que c'est en partie parce que la société évacue le problème de la mort, que la mort a migré du domicile vers l'hôpital. Mais plus la mort migre du domicile vers l'hôpital, et moins elle devient familière pour tout un chacun. Et c'est en ce sens que les professionnels de santé ont, à mon avis, aujourd'hui un rôle très important à jouer
pour la réhabilitation sociale du mourir et pour essayer de renvoyer justement à la société cette réalité que nous sommes mortels et que nous avons probablement un rôle à jouer, qui que nous soyons, et pas seulement lorsque nous sommes des professionnels de la santé, auprès de celui qui va mourir. Donc il ne faudrait pas que les familles abandonnent aux médecins, aux assistants sociaux, leurs malades, leurs vieillards et leurs morts, si je vous comprends bien. Il me semble que la mort, c'est un événement familial. Et quel que soit le lieu où se déroule la mort, qu'elle se déroule au domicile ou qu'elle se déroule à l'hôpital, je pense qu'il faudrait tout faire pour essayer de lui préserver son caractère familial. Je crois que même dans un hôpital, dans une institution de soins, il est possible de faire évoluer les structures de façon à ce que la famille puisse être présente, puisse apporter ses soins à celui qui va mourir. Je crois que c'est important pour celui qui meurt, mais je crois que c'est aussi très important pour les survivants. Donc le médecin ne peut pas être seul face à ce vieillard, face à ce mourant. Il a besoin d'une assistance autre que l'assistance technique. Ah oui, je crois qu'on ne peut absolument pas réduire le problème ni à un problème technique, ni à un problème individuel. Je crois que ce qui est très important de recréer autour de celui qui meurt, c'est une certaine convivialité, c'est une certaine communauté. Alors je dirais qu'en milieu hospitalier, nous essayons de recréer cette communauté en travaillant en équipe. Il n'y a pas que le médecin qui intervient, il y a bien entendu les infirmières, les surveillantes, les aides-soignantes, le personnel de service. Tous ceux qui travaillent dans l'hôpital ont un rôle à jouer, il est différent, mais ils ont un rôle à jouer auprès de celui qui va disparaître. Et nous essayons autant que possible d'intégrer la famille chaque fois que c'est possible. D'où le titre de votre ouvrage, Mourir accompagné. Oui, c'est une dimension qui me paraît fondamentale, c'est de recréer cette convivialité, cette socialisation autour de la mort. Mais pourtant, est-ce qu'on n'a pas dit que l'on mourrait toujours seul? Oui, bien sûr, c'est sûr. C'est en ce sens que mourir accompagné, c'est un peu faux. Parce qu'il y a bien un moment, justement, où il y a une séparation. Et je crois qu'on ne peut pas imaginer gommer la douleur de la séparation. La séparation, elle existe. Il y a celui qui part, il y a ceux qui restent. C'est une rupture. Et je crois que tout ce que nous pouvons faire pour améliorer les conditions de la mort ne peut pas supprimer cette réalité-là et cette douleur-là. Je crois qu'aussi bien pour celui qui part que pour ceux qui restent, il y a une séparation à vivre. Et il faut essayer de faire en sorte que cela se passe le moins mal possible, mais je crois qu'il ne faut pas vouloir nier cette réalité. C'est une séparation. Autrefois, il y avait un certain apprentissage de la mort, nous en avons parlé tout à l'heure. On voyait les gens mourir autour de soi, n'est-ce pas? Bon, les gens qui sont un peu plus vieux que vous et que moi ont connu, par exemple, non seulement des personnes âgées qui mouraient près d'elles, mais même des enfants, parce que c'est très récent qu'on ait quand même contrôlé cette mortalité infantile. Donc, on savait ce que c'était que mourir, et on savait comment se comporter devant quelqu'un qui allait mourir. Aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est que mourir. Je rencontrais hier quelqu'un qui me disait avoir vu mourir quelqu'un à côté de lui et ne pas s'en être rendu compte. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? J'ai envie de vous répondre, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que, d'après ce que j'observe, je crois que cela peut se passer relativement calmement. À partir du moment où un certain nombre de besoins fondamentaux du mourant sont assurés par l'entourage. Je crois que le passage peut se faire dans le calme, dans une certaine paix, dans une certaine sérénité, mais à la condition que, justement, il y ait cette sollicitude humaine autour de celui qui va mourir. Et c'est ce que vous cherchez actuellement à retrouver, n'est-ce pas? C'est ce que vous souhaiteriez que l'on retrouve, cette sollicitude à l'égard du mourant et non pas cette répulsion qui fait qu'on s'éloigne.
Oui, absolument. Et puis je crois qu'il faut aussi tout de même mettre la technique à sa juste place. Je crois qu'il y a eu depuis un certain nombre d'années un certain nombre de progrès dans le contrôle de la douleur. Je crois que ce sont les Anglais, Dame Cecily Saunders et le docteur Thérèse Vanier, la sœur de Jean Vanier d'ailleurs, qui ont eu le mérite de préconiser des techniques de contrôle de la douleur qui sont particulièrement efficaces et qui permettent, si vous voulez, d'assurer à la fois une mort aussi peu douloureuse que possible, tout en conservant la vigilance et la capacité de communication du mourant. Mais vous savez très bien aussi qu'il y a d'autres médecins qui prétendent qu'il faut au contraire hâter la mort quand on est en face de gens qui justement ne supportent plus la vie, ne fût-ce que parce que justement ils ne supportent plus la vieillesse. Il est préférable de leur donner ce qu'il faut pour hâter leur mort. Comment vous situez-vous vis-à-vis de cette position? Vous savez, moi je crois que l'euthanasie c'est finalement un peu un faux problème. Parce que la demande d'euthanasie, généralement, elle est surtout mise en avant par des gens à distance de la mort. Ce sont des gens qui disent, si j'étais dans cet état-là, si j'étais dans telle situation, je voudrais, etc. Bon. Ça, c'est le premier point. Je pense que, vous savez, c'est Elisabeth Kubler-Ross qui a eu le mérite, la première, d'insister sur le fait que le mourir, c'est un processus. C'est comment dirais-je, c'est une succession d'états psychologiques. Et en général, si vous voulez, cette succession d'états psychologiques différents aboutit à une certaine acceptation de la mort. Et je crois que l'homme bien portant ne peut pas imaginer quels seront ses désirs lorsqu'il sera le même mais mourant. Je crois que on ne peut pas savoir. D'autre part, s'il s'agit des malades en situation, c'est-à-dire des malades qui sont sur le point de mourir et qui expriment cette demande, d'abord l'expérience prouve que cette demande est beaucoup plus exceptionnelle qu'on ne l'imagine, surtout en milieu gériatrique. Parce que, effectivement, il semble qu'avec l'âge, la demande d'euthanasie soit moins forte que chez des adultes plus jeunes. D'autre part, lorsqu'il y a demande d'euthanasie, il faut savoir à quoi correspond cette demande. Qu'est-ce que ça veut dire de demander la mort? Bien souvent, ça correspond à une douleur, à une souffrance qui n'est pas soulagée, une souffrance physique qui devient intolérable, qui fait qu'à ce moment-là, on préfère la mort à la poursuite de cette souffrance. Bien souvent, c'est lié aussi à un sentiment de dépression, à un sentiment d'isolement. Je crois que le sentiment d'abandon, de désespoir, peut absolument conduire un mourant à demander une mort anticipée. Mais il y a eu un travail américain qui m'avait beaucoup frappé l'année dernière, qui montrait que pratiquement tous les malades qui demandaient à mourir prématurément étaient des malades déprimés. Donc je crois que la dépression, l'état psychologique joue certainement un grand rôle dans cette demande de mort. Et je crois que nous pouvons, lorsque la demande est faite, si vous voulez, nous pouvons réagir en répondant et en faisant l'euthanasie. Mais nous pouvons aussi nous interroger, nous demander pourquoi cette personne nous demande la mort et essayer de voir si nous ne pouvons pas lui fournir des réponses, d'autres réponses. Il y a un certain nombre de médecins, je n'en nommerai pas, mais qui favorisent l'euthanasie et qui le disent ouvertement. Vous, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas favorable à cette position. Vous prenez cette position à partir de quel principe? À partir de vos connaissances médicales, à partir d'une position philosophique, d'une position religieuse? D'où tirez-vous votre attitude? Alors, je vous répondrai tout de suite, ce n'est pas à partir d'une position religieuse, puisque je n'ai pas été élevée dans la croyance religieuse, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse et je n'ai jamais pratiqué. Je dirais que c'est à la fois
Je dirais que c'est une sorte d'intuition. J'ai cherché mon chemin, il ne s'est pas fait... il ne s'est pas fait de façon simple. Je crois que j'ai été confrontée à un certain nombre de réalités et que de réalité en réalité, de patient en patient, j'ai accumulé une certaine expérience, j'ai subi des influences diverses, c'est vrai, et parfois contradictoires. J'ai subi bien sûr l'influence d'Elisabeth Kubler-Ross, j'ai subi l'influence de Cicely Saunders, de Thérèse Vanier en Angleterre, de Balfour Mount au Canada. Mais c'est vrai aussi que j'ai subi l'influence d'un courant de pensée en faveur de l'euthanasie qui existait et qui existe toujours en France. Mais si vous voulez, ce qui m'est apparu, c'est qu'il y avait une distorsion entre ce que je vivais sur le terrain et ce qui se disait. C'est-à-dire que, par exemple, ce que j'ai constaté, c'est que des vieillards qui me demandaient l'euthanasie, il n'y en avait pas beaucoup. D'autre part, j'ai constaté que cette demande, lorsqu'elle existait, elle était ambivalente. C'est-à-dire que, suivant les personnes, suivant les moments, le mourant ne demande pas la même chose. Il demande à la fois de mourir, mais en même temps, il demande à vivre. À vivre. Je crois que jusqu'au bout, il persiste un certain espoir. Et je partage fondamentalement l'opinion d'Elisabeth Kubler-Ross qui dit qu'on n'a pas le droit de briser l'espoir. D'ailleurs, c'est une chose que je trouve extrêmement intéressante dans votre ouvrage. C'est que, selon vous, les vieillards, et même les vieillards très, très avancés en âge, les mourants, n'ont pas que des besoins, ils ont encore des désirs. Et il est pour vous important de soutenir ce désir. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai en mémoire une scène que j'ai vécue récemment qui m'a fait un très grand plaisir. C'était une femme que j'aimais beaucoup, très vivante, très, très pittoresque, très, très drôle, qui était arrivée depuis quelques semaines parmi nous, et puis, alors que rien ne le laissait attendre, elle a fait une complication relativement grave, et malgré tous nos efforts, nous avons senti que sa mort était prochaine. Et je suis rentrée un après-midi dans sa chambre, sa famille était près d'elle. C'était déjà pour moi un motif de satisfaction. Mais cette femme a exprimé devant moi deux désirs, avec une force, une intensité de vie absolument remarquable. Elle a dit d'abord « j'ai faim », de façon presque combinatoire. Et sa fille lui a à ce moment-là donné quelques cuillères de compote ou de yaourt. Et puis quelques minutes après, elle a dit « j'ai soif ». Et on lui a donné à boire. Et elle est morte quelques heures plus tard avec sa famille près d'elle. Et au fond, là-dedans, il y avait un grand désir de vie encore. Absolument, absolument. Désir que même le soignant, en pleine lucidité, ne doit pas laisser s'effondrer. Absolument. Et je crois que le psychanalyste français Michel de Musan a beaucoup insisté sur ce qu'il appelle le travail du trépas. C'est une autre façon d'appréhender, si vous voulez, l'état psychologique du mourant, mais il insiste sur le fait que souvent, dans les derniers moments, il y a au contraire une exacerbation du désir de vivre, et c'est ce que la sagesse populaire appelle, je crois, le mieux de la fin. Qui permet d'ailleurs quelquefois justement ces dernières rencontres familiales, ces derniers échanges, ces paroles, vous savez, qui restent souvent inscrites toute une vie ensuite dans la mémoire des survivants. Je crois que justement intervenir de façon active, de façon prématurée, c'est peut-être justement priver le mourant de cette possibilité, de cette dernière possibilité d'expression avec les siens. Est-ce que pour autant il faut dire aux gens vous allez mourir? Est-ce qu'il faut les mettre en face de la réalité? Non, je ne crois pas. Non. Je crois pas que ce soit notre rôle. Je dirais même plus que le mourant généralement en sait beaucoup plus que nous dans ce domaine. Bien souvent, il a une intuition de sa mort prochaine.
Alors il faut bien sûr accepter cette intuition avec beaucoup de circonspection, parce que si dans certains cas elle correspond à ce qu'on appelle un phénomène de signalisation, tel qu'il a été décrit par Elisabeth Kubler-Ross, tel qu'il a été écrit par d'autres observateurs, il peut aussi correspondre à un état dépressif. Vous avez des vieillards qui disent qu'ils vont mourir ou qu'ils ont envie de mourir tout simplement parce qu'ils sont en pleine phase dépressive. Et lorsque vous traitez cet épisode dépressif, ils reprennent goût à la vie. Vous-même, enfin vous êtes avec ces gens, nous parlons de ces problèmes très sérieux, très graves. Ça doit être troublant quand même de vivre toujours dans ce contexte. D'abord, je crois que j'aime bien les vieillards. J'ai eu la chance d'avoir 2 merveilleuses grand-mères qui m'ont donné, pour des raisons différentes, je crois, une image très positive de la vie et donc de la vieillesse, puisqu'elles étaient vieilles lorsque je les ai connues. Et d'autre part, je crois que plus je fais ce travail, plus je vis au contact de personnes très âgées et plus je suis amenée, donc effectivement, à voir des personnes disparaître et mieux j'investis la vie. C'est-à-dire ? Mais je ne sais pas, je crois que je suis plus capable d'apprécier le fait de vivre, le fait d'avoir la possibilité de marcher, de courir, de bouger mon corps, de regarder, d'entendre, de profiter de la nature, de profiter de la musique, de profiter des plaisirs de la vie. Mais en n'occultant pas quand même des réalités profondes qui sont toujours là. Ah non, bien sûr. Il faut vivre avec. Absolument, Ouais. absolument. Et ça fait partie de la vie. Mais ça fait partie de la vie. Je crois qu'il faut avoir les deux. Madame Sebag-Lanoé, je vous remercie. Rappelons que le docteur Sebag-Lanoé a publié « Mourir accompagné » aux éditions Desclés de Brouwer. Elle y affirme qu'entre l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie, une autre attitude face à la mort est possible en milieu hospitalier. Elle a aussi collaboré à Partir l'accompagnement des mourants, une série d'entretiens avec le philosophe Emmanuel Hirsch, paru aux éditions du Cerf. On pourra compléter ces lectures avec 2 livres très récents. Ensemble face à la mort, de Jean Vimore, sur l'accompagnement spirituel, aux éditions du Centurion. Jean Vimore est prêtre à Lyon. Et Guérir et sauver, de Louis Perrin, sur l'écoute des malades, aux éditions du Cerf. Louis Perrin est aussi prêtre à Lyon. Ça peut être trop dramatique. Non, vous avez été merveilleux. Ben, regarde, en même temps, ben, Vous m'avez beaucoup aidé. du tout, c'est vous qui m'avez aidé.